Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Adeline, j'ai 29 ans et je suis ici pour vous parler de la PMA et des essais bébés. Voilà, donc c'est un sujet qui est assez compliqué. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous faire partager mon protocole et toutes les petites astuces que vous avez besoin si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Donc je suis un petit peu nerveuse, je suis désolée, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors du coup, j'ai pris des petites notes pour m'aider. Alors nous sommes en essai bébé avec mon conjoint depuis juin 2019. Jusqu'à là, on savait que ça pouvait mettre du temps, le temps que ma contraception, donc j'étais sous pilule, Lilou, disparaissent. Donc on savait que ça pouvait mettre 3-4 mois. Donc on s'est pas trop inquiété. J'ai commencé les tests d'ovulation tout de suite dès le premier mois parce que je savais que mes cycles n'étaient pas forcément très réguliers sans contraception. Et quand cela a fait 10 mois, j'en ai parlé avec mon médecin généraliste que mes cycles étaient irréguliers, que j'avais des douleurs, qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc mon médecin généraliste m'a prescrit un bilan hormonal ainsi qu'un spermogramme pour mon conjoint et m'a envoyé voir mon gynécologue. Il faut savoir que les gynécologues, les délais sont de plus en plus longs. Donc j'ai pris rendez-vous en juillet et j'ai eu rendez-vous qu'en octobre, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait ces bilans-là. Donc mon bilan hormonal était très bon. Le spermogramme, par contre, lui en revanche, était pas du tout bon. À la suite de ça, on a eu rendez-vous avec mon gynécologue. Et mon gynécologue nous a dit que vu les résultats, il fallait se diriger vers une PMA pour régler mes cycles, pour voir ce qu'on pouvait faire avec le spermogramme. C'est ce qu'on a fait. On a pris rendez-vous en septembre avec un spécialiste de la PMA qui avait de base une bonne réputation. Et notre premier rendez-vous, nous l'avons eu le 8 décembre 2020. À la suite de ça, on est tombé sur une personne très froide. En fait, on avait plus l'impression d'être un numéro sur un ticket. Ça a été le pire rendez-vous de ma vie. Pour être tout honnête avec vous, ça a été le pire rendez-vous de ma vie, dans le sens où j'étais en obésité. Pour être transparente avec vous, ça c'est un sujet que j'aborderai juste après. J'étais en obésité, pas énorme, mais j'étais en obésité. Et il m'a tout de suite clairement dit que si je ne perdais pas du poids, je n'aurais pas d'enfant. Qu'il ne nous aiderait pas si on n'avait pas si je perdais pas du poids. Malgré les difficultés qu'on avait, hein, parce que j'ai fait énormément d'examens. Et il y a plusieurs facteurs qui se sont accumulés, qui ont décelé une infertilité des deux côtés. À la suite de ça, il a eu des propos envers moi et envers mon conjoint en me disant que de toute façon, vu que j'étais grosse, je n'aurais jamais d'enfant, que moi et mon conjoint, on était des canards boiteux parce qu'on était infertiles, donc vraiment des propos très déplacés. Et à la suite de ça, en rigolant, il nous a quand même demandé 100 € parce que c'était dans un hôpital privé. Je suis sortie de ce rendez-vous totalement anéantie, plus d'espoir. Vraiment une catastrophe moralement. J'ai passé 15 jours à pleurer. Pour être franc, j'ai passé 15 jours à pleurer sur tout ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir d'enfants alors que certaines personnes ont un cycle, y arrivent. Je ne comprenais pas. Je n'étais pas jalouse de ces personnes-là. J'étais juste envieuse, en fait, tout simplement. Et à la suite de ça, j'ai décidé de me reprendre en main et de faire appel à une nutritionniste pour perdre quelques kilos. On me demandait un IMC de 30 pour pouvoir avoir un protocole de PMA. Et malheureusement, mon IMC était de 36,4. À la suite de ça, j'ai fait appel du coup à une nutritionniste. J'ai fait un bilan avec elle et j'ai décidé de me reprendre en main pour moi et pour pouvoir avoir ce protocole de PMA.
Tout en parallèle, ce médecin-là nous avait represcrit un spermogramme parce qu'il faut savoir que nous ne faisons pas un spermogramme pour les messieurs, mais il y en a plusieurs durant le protocole FIV parce que les spermatozoïdes se régénèrent tous les 3 mois. Donc, monsieur est reparti faire un spermogramme et il fallait qu'on retourne voir ce spécialiste en janvier, fin janvier, le 29 janvier. J'avais perdu 6 kilos entre le 10 décembre et le 29 janvier. On est arrivé lors du rendez-vous, il nous a expliqué que le spermogramme n'était pas bon. Il était un peu plus gentil. Il nous a expliqué que le spermogramme n'était pas bon, que effectivement, il nous fallait, vu nos antécédents tous les deux, une FIV avec micro-injection. Donc, je suis désolée, je ne connais pas encore les termes appropriés des FIV encore. Et donc, il a commencé à nous remplir le dossier. Il nous a dit que notre dossier devait passer en commission. Donc, on s'est dit, chouette, j'avais perdu du poids. On s'est dit, chouette. Et j'ai posé la question fatidique en expliquant au médecin, mais combien de temps la commission met pour donner une réponse? Et là, on m'a dit, on m'a rigolé au nez, on m'a dit, mais vu que vous êtes trop grosse, votre dossier, pour le moment, il passera jamais. Je ne le présenterai pas. Et à ce moment-là, j'ai regardé mon conjoint, on s'est levé. On a dit au revoir, monsieur. Et on est parti. Et là, je me suis dit intérieurement, plus jamais je retournerai le voir. Parce que lui, il était buté sur mon IMC de 30. Lui, son discours, c'était de ne pas aider les femmes avec un IMC de 30, plus de 30 pour éviter l'hypertension, les maladies cardiaques et pour éviter les malformations du fœtus. Ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'il y a une façon de parler à un couple qui est en désir d'enfant et qui sont dans l'incapacité de le faire. On a été pris, excusez-moi du terme, mais comme un déchet, comme des numéros tout simplement. À la suite de ça, on s'est retrouvé complètement dévasté, perdu, sans centre médicalement assisté. Il faut savoir que dans la région où j'habite, j'ai 2 centres médicalement assistés à une demi-heure l'un de l'autre. Donc le premier était dans un hôpital privé. Je pensais que en payant dans le privé, on avait une prestation de service et de qualité, ce qui est totalement faux. Et en discutant avec mon médecin généraliste, il m'a conseillé d'aller dans le 2e hôpital. Ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous, j'ai expliqué mon cas. Et là, on m'a dit qu'effectivement, on avait un médecin à me proposer. Par contre, que les délais étaient très longs. Puisque avec le Covid, le premier confinement, ils avaient pris énormément de retard. Au premier rendez-vous avec ce nouveau médecin qui s'est déroulé le 1er avril, c'est un médecin qui s'adressait à nous calmement, qui s'est adressé à monsieur directement pour ses problèmes. Par rapport, excusez-moi du terme que je vais employer, par rapport au spermogramme et aux petits soldats qui ne sont pas en forme, il s'adressait à lui en lui expliquant le problème, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et à moi, pour mes problèmes, à moi. Je vais vous énumérer après nos problèmes d'infertilité juste après. À la suite de ça, il nous a dit que effectivement, il nous faudrait une FIV avec micro-injection. Et là, le sujet tout de suite que moi j'ai abordé, c'était mon poids. Je lui ai dit, voilà, je suis d'accord, mais au premier centre, j'ai été franc avec eux et en toute transparence comme je suis avec vous, je lui ai dit, j'ai perdu que 12 kilos. Mon IMC était encore très haut parce que on me demandait, vu ma taille, on me demandait de faire 82 kilos et au 1er avril, je faisais 86 kilos. Et le médecin m'a regardé, m'a mis sa main sur ma main, m'a rassurée en me disant, mais mademoiselle, vu les efforts que vous avez faits pour avoir cette PMA, nous vous acceptons tel votre poids actuel dans notre centre. Donc là, ça a été une grande satisfaction pour moi parce que 12 kilos à perdre, c'est pas évident. C'est changer totalement mon habitude alimentaire et ma façon de vivre. C'est déjà pas facile de se dire qu'on est infertile, qu'on peut pas avoir d'enfants. En plus, on nous demande de perdre du poids. On nous dit d'arrêter de fumer. Bon, j'avais arrêté déjà depuis plusieurs années, mais on me dit de plus d'alcool, plus de cigarettes. Voilà, d'avoir une hygiène de vie, entre guillemets, pas irréprochable, mais carrée. Et voilà, c'était une récompense. Il m'a dit, par contre, il faut éviter d'en reprendre. À la suite de ça, ce premier rendez-vous, il nous a represcrit un spermogramme parce que les 2 premiers avaient été faits dans un autre centre et que lui, il voulait que ça soit fait dans son
propre centre. C'est ce qu'on a fait. On a été faire le spermogramme de monsieur au mois de mai, si je ne me trompe pas. J'ai plus la date exacte. Et nous avons reçu les résultats une dizaine de jours après. Beaucoup plus clair que les 2 premiers spermogrammes où on avait à chaque fois 7 pages. Là, on l'a eu sur un recto verso avec des explications beaucoup plus simples. Donc, un spermogramme toujours défaillant, mais beaucoup plus expliqué. Et à la fin, la conclusion, ça a été, vu les caractéristiques du spermogramme, tout était bon pour faire une FIV. Donc, ça a été une satisfaction. À la suite de ça, j'ai continué à perdre du poids. J'ai pris goût, en fait, à perdre du poids. Ça, je vous ferai une autre vidéo plus tard, pour celles que ça intéresse, sur l'alimentation, sur le sport, sur le bien-être, en fait, au niveau de la PMA. Et là, nous avons rendez-vous dans quelques jours. Dans quelques jours, nous avons rendez-vous pour notre 2e rendez-vous avec ce spécialiste-là. On sait déjà ce qui va se passer parce que j'ai des amis qui y sont et qui m'ont dit ce qui allait se passer. Donc là, on sait qu'on va avoir une date de début de traitement pour mes injections. On sait qu'on doit avoir une psychologue, on doit avoir un biologiste. Moi, il va falloir que je prévienne mon employeur éventuellement, même s'il est au courant, il va falloir que je lui explique quand même. Et on a hâte de commencer parce que concrètement, on est dans le parcours PMA. J'appelle ça le PMA administratif, donc pour remplir toutes les demandes de 100%, tous les examens, depuis juillet 2020. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on n'est que dans les papiers et moralement, ça devient compliqué. Donc voilà, c'était pour la petite présentation globale. Ensuite, pour celles qui vont rentrer en PMA, les conseils que je peux leur donner, c'est de s'armer de patience. C'est un protocole déjà de base qui est très long et entre chaque rendez-vous, c'est très long. Vous avez 1 à 2 mois de délai entre chaque rendez-vous pour faire des examens. Moi, pour ma part, j'ai eu un bilan hormonal, j'ai eu une échographie et eu un IRM pelvien. J'ai un problème thyroïdien, donc on m'a fait une échographie de la thyroïde. J'ai eu une hystérosalpingographie. À la suite de ça, mon conjoint est rendu à 3 spermogrammes. Donc, entre tous ces rendez-vous, c'est 1 à 2 mois d'attente. Donc, il faut s'armer de patience. Et l'autre point que je peux vous donner, c'est l'organisation. Alors, moi, je vais vous donner ma petite technique à moi. Après, chaque personne fait comme il le souhaite. Mais pour éviter de chercher tous ces documents, moi, j'ai acheté un classeur comme ceci. Donc, voilà. Et en fait... j'ai fait un répertoire dedans avec tous les numéros et les adresses de mes spécialistes. Et en fait, on a des chapitres. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. On a des chapitres avec nos examens, la partie de monsieur, ma partie, nos bilans sanguins. Voilà, tout est classé. Et ce classeur-là, en fait, me suit à chaque rendez-vous de PMA, à chaque prise de sang. Je l'emmène tout le temps avec nous. Parce que je me dis que si j'ai une intervention et que il faut un document et que c'est monsieur qui doit s'en charger, il sait comment est classé le classeur et il ne galérera pas à trouver. Donc voilà, c'est les petits conseils que moi je peux vous donner. Donc je sais que mon début de FIV officiellement commencera en septembre. Donc je ferai des vidéos régulièrement de mes rendez-vous à l'hôpital, de mes injections, parce que je sais que je vais avoir des injections, de mon moral, tout simplement, de mes doutes. Je pense que ça va être à la fois un moment pour vous, peut-être de vous retrouver, et moi, comme un journal intime, je vais me confier à vous, malgré que je ne vous connaisse pas. Ça va me permettre aussi, moi, de raconter mon histoire et d'aider certaines femmes. Alors, je voulais aussi aborder, du coup, un certain point alors, malheureusement, j'ai fait des recherches sur plusieurs vidéos YouTube que je n'ai pas trouvées. On ne parle pas assez des femmes qui sont en obésité et qui veulent avoir un enfant. Moi, j'avais entendu que à un certain poids, on pouvait nous refuser d'être aidé par les médecins. Je pensais que c'était un mythe, mais effectivement, c'est vrai.
certains centres, pas tous, certains centres demandent un IMC de 30 ou de 32. Moi, le mien m'a pris avec un IMC, je devais être encore à 33, un truc comme ça, au moment voulu, au mois d'avril. Mais le premier centre me demandait un IMC de 30. Du coup, faut savoir que pour celles qui ont pris rendez-vous avec un spécialiste de la PMA et qui ont un délai de 2 à 3 mois avant d'avoir ce rendez-vous, si vous êtes en surpoids ou en obésité, je déteste les mots que j'emploie, mais malheureusement, c'est les mots que vous allez entendre par les spécialistes. Si vous pouvez et si vous avez la volonté d'essayer de commencer un régime alimentaire pour leur prouver lors de votre premier rendez-vous que oui, vous êtes en obésité, mais vous avez déjà perdu tant de kilos, que vous avez fait appel à une nutritionniste. Moi, j'ai fait appel à une nutritionniste qui est vraiment top. Si ma nutritionniste me voit, je lui fais un coucou parce que c'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui, si je vais accéder à ma FIV, c'est grâce à tous ses conseils. Donc, je t'embrasse fort, Amandine. Et voilà, elle m'a énormément aidée, je vais pas pleurer, hein, ça va aller. Et du coup, c'est une façon d'expliquer au médecin, oui, j'ai été aidée par un nutritionniste, oui, elle a fait des courriers en mettant mes motivations, en mettant mes courbes de poids que je perdais au fur et à mesure des semaines de mon évolution. Et c'est pour ça que si vous pouvez gagner un petit peu de temps et prendre conscience qu'il faut perdre un petit peu de poids avant d'attaquer une PMA, faites-le. Alors, c'est juste un conseil parce que si c'est pour que ça se fasse comme nous, on arrive au premier rendez-vous plein d'espoir, parce que nous, c'est ce qu'on avait, on était plein d'espoir, hein, et qu'on nous dit non, non, vous êtes trop gros, ou non, non, vous êtes en obésité, perdez 15 kilos et revenez vous voir, me voir quand ça sera fait. 15 kilos, si on veut que ça soit bien fait pour pas les reprendre, ça met du temps. Ça met du temps, j'en suis la preuve, j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je faisais 96 kilos, non 98 kilos 600, pardon, le 10 décembre. Et à l'heure actuelle, nous sommes le 6 juin. Et c'est une fierté pour moi, je suis à 78 kilos 600. Donc j'ai perdu 20 kilos depuis décembre. Donc c'est long, effectivement. Mais j'ai pas voulu faire un régime drastique ou un jeûne intermittent. Oui, effectivement, on perd beaucoup dès le départ. Mais dès qu'on se remet à manger normalement, on reprend tout. Moi, je vous ferai un petit, celle qui le souhaite, mais d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Je vous ferai un petit point sur la nutrition que j'ai établie avec ma nutritionniste, sur la façon que j'ai de consommer. Je ne suis absolument pas en carence, hein, je mange comme tout le monde, c'est juste mes quantités que j'ai réduites. Sur le sport, je me suis remise au sport déjà pour raffermir ma peau et aussi pour me changer les idées. Au sport, je ne pense qu'à rien. Je pense qu'à moi, à mon corps. Je ne pense pas aux essais bébés. Je ne pense pas à la PMA. Je pense vraiment qu'à moi, à mon bien-être. Donc, si certaines femmes sont en surpoids et en obésité, souhaitent avoir une PMA, je préfère les mettre en garde en vous expliquant que malheureusement, les centres demandent un IMC bas, de 30 ou de 32. Donc, soyez pas étonnés ou choqués si on vous dit oui, vous avez le droit à une FIV, une insémination ou juste à des médicaments, mais on vous fera rien tant que vous n'aurez pas perdu de poids. Je trouve ça inadmissible et j'appelle ça de la grossophobie pour moi parce que on peut avoir du poids parce qu'on est malade, on peut avoir du poids parce qu'on aime manger ou tout simplement parce qu'on se trouve belle. Moi, j'étais bien comme j'étais avant. Je vous mettrai une petite photo juste là. Alors, ça va être mon premier montage vidéo, donc j'espère que je vais réussir à mettre la petite photo ici. Je vous ferai voir une photo que j'étais au mois de décembre. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et j'ai des pertes de mémoire. Alors ça, c'est quelque chose aussi de mon côté. Ben voilà, j'ai perdu ma phrase. Bon, tout ça pour vous dire que du coup, si vous pouvez vous reprendre en main, même pour votre bien-être et pour éviter, voilà, on sait que durant une grossesse, en moyenne, on prend 10 à 12 kilos. Donc, si déjà on est en surpoids, en obésité, et que par-dessus ça, on rajoute 10-12 kilos en plus, je pense qu'on peut avoir moins la même activité. Après, c'est mon ressenti moi-même.
Je ne juge absolument pas. Moi, je me trouvais très belle avec mes 98 kilos. J'assumais mon corps, j'assumais mes formes. Ça plaisait énormément à mon conjoint. Mon conjoint me trouvait extrêmement belle avec mes 98 kilos. Maintenant, il me trouve encore très belle, hein, loin de là. Mais c'est un changement radical de vie, en fait. Voilà, j'ai ma maman qui me, si elle passe par là, je vais lui faire du visio aussi. J'ai ma maman qui me dit, les gens qui arrivent à avoir des enfants rapidement, qui tombent enceintes rapidement, apprennent à être parents durant 9 mois. Et moi, elle me dit, vu vos parcours, avec moi et mon conjoint, vous êtes déjà parents grâce au protocole que vous faites déjà, en fait. On a tellement mûri et grandi grâce à ce protocole, tous ces documents, tous ces examens qui sont plus ou moins douloureux, tous ces pleurs, ces attentes, que elle me dit qu'on est déjà parents avant l'heure, et c'est quelque chose qui me touche énormément d'entendre de sa bouche. Et je trouve que oui, effectivement, nous ne sommes pas parents parce que nous n'avons pas de bébé, mais vu les mois de procédure que nous avons fait, d'examen, bon, le plus douloureux, ça reste quand même l'hystérosalpingographie, qui n'a pas été une partie de plaisir pour moi. Je trouve que c'est une belle phrase. Donc, je vous la donne pour que ça rentre aussi dans votre tête et que ça vous mette du baume au cœur, comme moi, ça me met au baume au cœur. Oui, il y a des jours où vous allez me voir sur des vidéos, je vais pleurer. Il y a des jours où je vais être joyeuse, comme aujourd'hui, je suis joyeuse parce que voilà, mon rendez-vous est dans quelques jours, donc je vais avoir une date de début. Même si je sais que ça va pas être en août parce que le centre de PMA prend 3 semaines de vacances, donc fin juillet, début août. Donc je sais que voilà, ils ont le droit à leurs vacances et que c'est beaucoup de centres de PMA qui ferment en juillet et en août. Donc du coup voilà, on sait que c'est septembre, on sait que ça sera pour la rentrée. Ça va être une façon de vie complètement différente, hein. On va être scotché à nos montres et nos minuteurs parce que mes injections elles seront à telle heure. Faudra que je prenne tel médicament, faudra que j'aille à l'hôpital à telle heure, tel jour, tous les 2 jours, faudra que j'aille à l'hôpital faire une prise de sang et une échographie. Donc voilà, on va dire que même si on est prêt à 100% sur tout ce qui est médical, les frais d'essence, on a compté à peu près un budget de 200 € par mois. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient vite à un coût. Mais voilà, quand on veut un bébé, le coût, on l'oublie totalement. On l'oublie. On attend ça, voilà, nous on va bientôt arriver à 2 ans d'essai et on attend ça avec grande impatience, cette barre sur ce test. Et c'est quelque chose qui est assez dur pour moi. J'ai vu beaucoup de mes copines tomber enceintes, accoucher, dont 2 que je suis très très proche d'elles. Une où son bébé est né très prématuré, donc je l'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle parte à sa césarienne, je l'ai suivi en visio, voilà, on a été très très proches. Et mon autre copine qui, elle, son fils a eu un retard de croissance dû à un placenta calcifié, donc voilà, ça a été aussi très compliqué, donc je les ai suivis, je les ai soutenus, en fait, comme si je savais de quoi je parlais, alors que pas du tout. Pas du tout, en fait, pour moi c'était une grande découverte, mais elles avaient besoin de moi et j'étais là, et là c'est moi qui ai besoin d'eux et elles sont là pour moi, donc je les remercie. C'est pour ça que pour les couples, je vais parler des couples en général, qui ont fait le choix de rien dire à leurs amis et à leur famille au niveau de la PMA, franchement je souhaite du courage, parce que nous au départ on n'avait rien dit. Et c'est très pesant de ne pas pouvoir se confier à sa famille, à ses parents, à ses amis. On a besoin d'extérioriser et on a besoin d'avoir un avis différent que son conjoint. Et nous, le jour où on a voulu en parler à nos familles, qu'on a dit à nos familles, ça a été un soulagement parce qu'on n'avait plus besoin de se cacher, on n'avait plus besoin de pleurer derrière un écran tout simplement. On n'avait plus besoin et on se dit que si malheureusement mon conjoint ne peut pas m'emmener à l'hôpital pour un de mes examens, je peux le faire demander à un membre de ma famille, alors que si j'avais rien dit, il aurait fallu que je voie avec un taxi, ça aurait été complètement autre chose.
Donc voilà, je vous ai fait cette première petite vidéo. Je suis désolée, elle est un petit peu longue. Je vous ai regroupé un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce premier rendez-vous, sur cette première expérience de la PMA. Ah si, j'ai oublié un point. Moi, du coup, j'ai un problème d'infertilité, j'ai un problème thyroïdien, donc je suis en hypo et en hyperthyroïdite. Donc je prends un traitement, je prends du lévothyrox pour ça. J'ai une prise de sang tous les mois parce que je ne suis pas régulée. Je suis j'ai de l'endométriose de stade 1, voire peut-être de stade 2. Pour le moment, stade 1 confirmé, stade 2 peut-être. On attend les nouvelles analyses. J'ai ça, donc j'ai un trouble. Excusez-moi. J'ai un trouble ovulatoire. Donc j'ai des cycles longs, c'est compliqué. Et mon conjoint, lui, il a les petits soldats qui sont pas dans les formats typiques, qui sont pas dans les normes. Du coup, ils ont un petit peu de mal, ils sont un petit peu fatigués apparemment, d'après ce qu'on comprend. Donc ça a un terme, ça s'appelle de l'azospermie. Alors je ne sais plus du tout le terme, je l'ai plus en tête. Mais voilà, du coup, nous on appelle ça les petits soldats. Ils sont pas en forme. Donc voilà, on est catégorisé dans la fertilité, mais c'est dur à entendre. Mais sachant que maintenant on a trouvé le bon centre et le bon médecin, on le prend très bien. C'est pour ça que si, malheureusement, lors de vos rendez-vous avec votre médecin PMA, ça se passe pas bien, moi j'ai eu qu'une chose à vous dire, changez. Effectivement, nous on a perdu 4 mois, le temps voilà, de retrouver un autre, le temps d'avoir des rendez-vous, on a perdu plus de 4 mois. Mais je ne me serais pas vue faire une FIV avec un médecin qui m'a traité de gros sous de canard boiteux par rapport à l'infertilité. Alors que là, on n'a aucun jugement, on n'a rien, ça se passe très bien. Il nous a envoyé des vidéos par mail pour nous expliquer la FIV. Parce que malheureusement, avec le Covid actuel, on ne peut pas assister aux réunions de groupe pour les FIV et tout. Donc, il nous a envoyé des vidéos. On a reçu des textos pour savoir si on est bien encore au rendez-vous. Voilà. On est très bien accueillis. Dans la salle d'attente, il y a des affiches sur les murs qui expliquent qu'un couple sur 6 fait appel à une PMA. Et c'est énorme. Ça reste un chiffre, mais je trouve qu'en fait, c'est beaucoup. Et il y a de plus en plus de couples qui font appel maintenant à la PMA. Et on ne le sait pas. Et moi, pour moi, je dis que c'est pas un sujet tabou. Nous, on sait que notre bébé, ça sera un bébé éprouvette. Et on lui cachera jamais. Mais c'est pas une honte pour nous, puisqu'il aura notre ADN à tous les deux. C'est pas une honte. Et je sais qu'il y a des couples où c'est plus compliqué de se dire que ça va être un bébé éprouvette, il va pas être fait naturellement. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste votre gène et ça reste votre sang. Et que si on attend des années, comme il faut savoir, bon, voilà, voilà, j'ai 29 ans, mais je vais avoir 30 ans dans quelques jours. À partir de 35 ans, on a l'AMH, donc c'est au niveau des ovaires, qui est pour les ovules, qui baisse. Donc ça devient plus compliqué en PMA et on a le droit à une PMA jusqu'à notre 43e année. Sachant que ça peut réussir du premier coup, comme ça peut mettre 6 ans. Donc moi je vais avoir 30 ans, si dans 6 ans j'ai toujours pas d'enfant, parce qu'il y a encore des difficultés ou pas le bon traitement, faut pouvoir le faire quand même assez jeune et pas s'y prendre trop tard pour pas avoir voilà, le souci de se dire bah non, écoutez madame, malheureusement vous y êtes pris trop tard, votre AMH est trop bas, on peut plus rien vous faire. Maintenant, croyez peut-être en Dieu ou en ce que vous voulez, mais nous, la médecine ne peut rien faire. Peut-être la chance sera peut-être avec vous naturellement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si au bout d'1 an d'essai, vous savez rien et que vous vous posez des questions, ça coûte rien d'avoir un médecin. Ça coûte rien, oui, vous allez perdre du temps, votre conjoint va peut-être devoir prendre une journée et vous aussi, mais au moins vous serez rassuré par rapport au bilan que vous aurez fait. Donc, je suis désolée, cette petite vidéo aura duré quand même une bonne petite demi-heure. Je pensais pas autant. Et s'il y a des choses que je dois améliorer lors de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais faire des vidéos plus régulièrement. Là, je suis un peu timide. C'est la première vidéo que j'ai faite. Donc, je suis vraiment désolée. Je joue beaucoup avec mes mains aussi. Alors ça, je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec mes mains. Et voilà, si vous avez des petits commentaires à me dire, n'hésitez pas en dessous, dans les commentaires. Je me ferai
un plaisir de vous répondre, que ce soit positif ou négatif. Je suis ouverte à toute suggestion. Et puis, bah, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner juste en haut pour me suivre. Et puis, bah, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la vidéo, pour le deuxième rendez-vous où je vous expliquerai ce qui s'est passé. Je vous embrasse. Bisous, bisous.